de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Au sommaire, les activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement ont été officiellement lancées hier à 100. L'événement présidé par le Premier ministre a réuni plusieurs membres du gouvernement. Les autorités renforcent davantage les capacités opérationnelles de nos FAMA. 150 nouveaux véhicules de type pick-up monocabine viennent d'être remis aux forces de sécurité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'actualité sportive, c'est la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Elle se déroulera aux États-Unis et mettra en compétition 32 des plus grandes équipes de football du monde. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berté. La chronique du développement abordera la problématique des prêts concessionnels entre une entité étatique et les institutions financières internationales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier à 100 le lancement des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Le Premier ministre a salué le leadership et la vision du président de la transition qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang de priorité nationale. Envoyés spéciaux, Mamari Kone et Ali Outouri. Village de Sibougou, à l'entrée des Sangs, c'est jeudi 12 juin 2025, journée de lancement de la quinzaine de l'environnement. Il est 8h50, le Premier ministre est accueilli par les autorités régionales. C'est une forte mobilisation au stade de la localité autour du lancement. Cette célébration est perçue par les autorités comme un symbole de l'engagement collectif à inscrire la protection de l'environnement au cœur de la refondation et du développement durable. Cette année, 2 thèmes sont retenus. Mettre fin à la pollution plastique pour la journée mondiale de l'environnement et célébrer et restaurer les terres en exploitant des opportunités pour la journée internationale de la lutte contre la désertification. Des thèmes qui constituent une interpellation de la responsabilité collective de tous au regard de l'ampleur des menaces. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Tout au long de cette quinzaine, des activités concrètes et porteuses de sens rythmeront la journée. Panel thématique, campagne de sensibilisation, opération de reboisement, concours citoyens et bien d'autres. C'est une quinzaine d'actions, une quinzaine d'engagements qui appelle à une participation de tous. Le Premier ministre a salué le leadership et la vision du président de la transition, parrain de cette journée qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang des priorités nationales en les ancrant dans un cadre institutionnel. Général de division Abdoulaye Maïga. À travers la quinzaine de l'environnement, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation locale et nationale sur la nécessité d'agir pour un environnement sain et un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens, avec la participation active de tous les acteurs. Le plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, portée par la vision du Malikro Nyatasrak Abes Ambaflani Bioroni Savama, concrétise notre volonté d'un Mali résilient et durable. Le général de division Abdoulaye Maïga a invité le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à prendre les dispositions urgentes pour l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Car, dira-t-il, il faut faire un sursaut collectif pour la préservation de notre environnement. L'un des défis majeurs auxquels il faudra faire face dans les années à venir est la pollution plastique. Nos villes, villages et hameaux sont envahis par des déchets plastiques qui étouffent les sols, contaminent l'air que nous respirons et mettent en péril la santé publique des populations. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de l'environnement, l'intégration du climat dans toutes les politiques publiques, la mobilisation et le financement vert à l'échelle nationale et internationale, et enfin la digitalisation des outils de gouvernance environnementale pour plus de transparence, d'impact
et d'efficacité. Après le lancement de la quinzaine de l'environnement, le Premier ministre a planté le premier arbre dans le bosquet de l'AES. Il a été imité par le ministre nigérien de l'Environnement, les membres du gouvernement et les ambassadeurs des pays de l'AES au Mali. Et c'est communiqué de l'état-major général des armées à la suite de l'attaque terroriste perpétrée hier jeudi 12 juin 2025 contre le centre d'instruction de Tibi dans la région de San et révélé par l'info flash. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale que la situation est depuis hier pleinement sous contrôle. Les auteurs de cette attaque sournoise menée à l'aide de drones kamikazes ont été promptement pris en chasse. Leur repli a été intercepté et neutralisé avec une efficacité saluée par la chaîne de commandement. Les forces armées maliennes, bien que faisant état de quelques blessés dans leur rang, n'ont enregistré ni pertes humaines ni dégâts matériels. Un bilan qui témoigne de la maîtrise opérationnelle des FAMA face à une menace insidieuse. L'état-major salue la bravoure, la réactivité et la discipline de ces hommes qui ont su faire preuve d'un professionnalisme exemplaire dans des circonstances critiques. Il y réaffirme avec force l'engagement indéfectible des FAMA à défendre les territoires et à lutter sans relâche contre le terrorisme sous toutes ses formes. À la population malienne, l'état-major général des armées adresse un message de sérénité. La vigilance est constante et la sécurité demeure une priorité absolue. Unis, nous vaincrons. Et c'est autre communiqué. En réponse aux informations fallacieuses largement relayées par les groupes armés terroristes faisant état d'une prétendue attaque en cours contre un convoi logistique des forces armées maliennes entre Anefis et Aguelhok, l'état-major général des armées tient à opposer un démenti formel et catégorique. Les images diffusées à l'appui de ces allégations ne sont que de grossiers montages fruits d'une stratégie de désinformation entretenue par ces groupes et leurs sponsors depuis plusieurs années. Derrière ces manœuvres médiatiques se cache une volonté manifeste d'instiller la peur et de perturber l'opinion publique. Face à cette guerre de l'information, l'état-major en appelle à la vigilance et au discernement de tous. Il exhorte les citoyens à ne pas céder à la panique ni à la rumeur et à se tenir à l'écoute des sources officielles, seul garante de la vérité. Unis, nous vaincrons. Je l'annonçais également au sommaire, 150 nouveaux véhicules de type pick-up monocabine de marque Toyota ont été remis hier aux forces de sécurité du Mali par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a regroupé les responsables du commandement des unités bénéficiaires, à savoir la Garde nationale, la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Ces matériels roulants vont considérablement renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain. Batraouri. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la Garde nationale du Mali, est le premier à recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la clé d'un nouveau véhicule de type Toyota. Il est suivi du directeur général de la Police nationale et de celui de la Gendarmerie nationale qui reçoivent chacun un trousseau de clés. Par ces gestes, le ministre Daoud Ali Mohamedine met 150 nouveaux véhicules à la disposition des forces de sécurité du Mali. Une manifestation de la volonté des autorités du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ces moyens roulants ici exposés sont un lot de véhicules tout neufs de type pick-up monocabine Toyota, entièrement acquis sur financement du budget national. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la Garde nationale du Mali et porte-parole des bénéficiaires. C'est vraiment une réjouissance pour nous et surtout une grande confiance, une grande confirmation de tout ce qui a été dit parce que ces véhicules que nous recevons aujourd'hui ont sans doute précédé la répartition de plus de 700 engins, dont des véhicules et des motos à la police, à la Garde nationale et à la Gendarmerie nationale. Donc recevoir aujourd'hui 150 autres ne fait que nous réconforter et ça va sans doute faciliter pour nous la présence auprès des populations et la mobilité surtout. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué la détermination des forces de sécurité pour les résultats sur le terrain avant de demander que bon usage soit fait des véhicules ainsi offerts. Général de division Daoud Ali Mohamedine. M'adressant aux bénéficiaires de ces véhicules, j'attends que bon usage soit fait de cette logistique si chèrement acquise. Il en va autant de l'entretien de chaque matériel pour en obtenir le meilleur rendement possible et une durée de vie conforme aux spécifications techniques. Je ne doute point que l'impact de ces moyens roulants reçus sera déterminant dans l'effort de masse sécuritaire du territoire national qui est notre ligne de mire. Le ministre a ajouté
que les efforts d'équipement des unités vont se poursuivre en vue de permettre aux forces de sécurité de travailler dans de meilleures conditions. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du programme décennal de développement du secteur de la justice. Ce programme intègre les activités pour l'amélioration de la justice au bénéfice de la population malienne. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est le montant total pour la réalisation des activités contenues dans le programme. Reportage Youssouf Diakité. Améliorer tous les segments de la justice en faveur de la population malienne. Voilà la mission principale à laquelle s'attelle le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Et c'est ce qui a surtout motivé la mise en route du programme décennal de développement du secteur de la justice. Un programme dont les travaux de validation sont lancés par le ministre de la Justice, représentant le Premier ministre. Le programme en question est financièrement soutenu par le budget national et les partenaires techniques et financiers. Roland Seri, représentant résident du PNID au Mali. L'élaboration d'un programme décennal du développement du secteur de la justice illustre le fort engagement du gouvernement malien à répondre aux aspirations présentes et futures des citoyens pour une justice plus accessible, moderne et respectueuse des droits de toutes et tous. Le ministre de la Justice rassure que le programme décennal de développement du secteur de la justice apportera des réponses concrètes aux préoccupations et de la justice et des justiciables. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Le présent projet de programme décennal de développement de la justice soumis à l'examen pour validation des acteurs du secteur de la justice ainsi que des forces vives du pays est sans nul doute la résultante des acquis de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice, qui a été pendant ces 5 dernières années le cadre unique d'intervention de l'État pour le relèvement du secteur. Cette loi, mise en œuvre de 2020 à 2024, traduisait la volonté politique ferme des autorités de la transition de doter la justice malienne des moyens législatifs adéquats ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires en vue de lui permettre de faire sa mue systémique et fonctionnelle pour l'émergence d'un service public de justice accessible, efficace et résilient au service du peuple et des acteurs du développement économique et social. Le gouvernement du Mali a fait de la justice l'un des piliers visant à refonder l'État sur des valeurs permettant de consolider la souveraineté nationale. Revenons sur la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Le REFAMP a organisé une conférence débat sur les thèmes la gestion durable des terres et l'autonomisation des femmes. Il s'agit de renforcer l'information et la sensibilisation sur la thématique en vue de permettre aux femmes de pouvoir restaurer les terres pour garantir la sécurité alimentaire dans notre pays. Reportage Aïssata Saliou Maïga. À travers cette conférence débat, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali, entend mieux renforcer l'information et la sensibilisation autour du thème la gestion durable des terres et l'autonomisation des femmes. Le REFAMP veut ainsi trouver des voies et moyens permettant aux femmes d'assurer leur autonomisation. Maïga Sinadamba, présidente de REFAMP. L'autonomisation des femmes joue un rôle crucial dans la gestion des terres dégradées. En leur donnant accès à la propriété foncière, aux ressources et à des droits égaux, elles peuvent contribuer significativement à la restauration et à la conservation des sols. Quant à l'agriculture et à la production alimentaire, où les femmes sont souvent majoritaires, nous constatons que ces secteurs sont particulièrement touchés par la dégradation des terres. De ce fait, l'autonomisation du monde féminin peut améliorer la résilience des communautés rurales face au changement climatique. Cette initiative du REFAMP constitue à la fois un appui à la lutte contre la dégradation des terres et aux actions du département en charge de l'environnement. Aïssata Sissé, conseillère technique au ministère en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. La gestion des terres dégradées et la lutte pour l'autonomisation des femmes dans un contexte de terres dégradées permet une meilleure gestion et restauration des sols, renforce la sécurité alimentaire et contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, l'amélioration de la gestion et de la restauration des sols. Ce cadre d'échange s'inscrit dans le cadre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, célébrée chaque année.
À Badiangara, sur le plateau d'Ogon, l'organisation Action pour la promotion humaine APH, un partenariat avec Miserior d'Allemagne et Caritas Suisse, tient une foire agricole dédiée aux semences paysannes. L'objectif de cette foire est de comparer les performances et les caractéristiques des différentes espèces locales. Environ 4000 ménages de 56 villages de 7 communes participent à cette initiative soutenue par les autorités locales de Badiangara. Le compte rendu de Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Cette foire paysanne vise à renforcer la résilience accrue des populations de la zone d'intervention du projet à travers l'exposition des semences de variétés de cultures résistantes aux effets des changements climatiques. Il s'agit du mil, sorgho, niébé, gombo, les légumineuses et les oléagineuses. Moussa Tembeli, adjoint au maire de la commune urbaine de Badiangara. Face aux effets climatiques, vous avez vu, on a vu beaucoup de variétés ici, des légumineuses, des variétés céréalières que nous avons vues qui sont en train aussi de nous aider. Si PAMA ça ne va pas, quel procédé il faut le faire? Aujourd'hui, si ici vous plantez un arbre, vous cultivez, vous voyez que ça ne va pas, ce n'est pas là. Mais il faut préparer également l'environnement. Et il y a beaucoup qui ont demandé certaines variétés pour aller expérimenter dans d'autres zones qui ne sont pas des zones rocailleuses, des zones sableuses ou des zones argileuses. Ignace Kassongue, directeur de Action de promotion humaine à Badiangara. Les semences permettent d'abord de subvenir aux besoins alimentaires. Et notre vision, c'est satisfaire l'autosuffisance alimentaire pour que tous les ménages puissent avoir à manger et ne pas se dépendre des ONG et des autorités ou des donateurs ne sont pas là tout le temps, alors que les paysans, ils doivent avoir leur nourriture eux-mêmes. Et les semences locales sont résistantes au changement climatique. L'événement se veut aussi un espace d'échange entre générations, entre savoir traditionnel et innovation paysanne dans une dynamique de résilience face aux défis climatiques et à la perte de biodiversité. Youssouf Fofana, représentant du directeur régional de l'agriculture de Badiangara. J'exhorte tous les participants à suivre avec attention les échanges sur les différentes variétés de semences locales. Ces échanges permettent d'avoir d'amples informations sur les techniques et technologies agricoles et résilientes au changement climatique. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badiangara. C'est un immense plaisir pour moi de présider la présente cérémonie, surtout quand il s'agit de se pencher sur la question de la sécurité alimentaire dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, avec son corollaire de mauvaise répartition des pluies dans l'espace et dans le temps, impactant négativement sur la production et du coup de faire face aux effets du changement climatique. Au-delà d'une simple vitrine agricole, cette foire constitue un acte de reconnaissance du rôle central des paysans dans la préservation du patrimoine sémencier du Mali. Badiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTR. À présent, les nouvelles à l'international. En Afrique du Sud, les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver les disparus et récupérer les corps après des inondations dévastatrices qui ont frappé la province du Cap-Oriental. La rivière en crue a surpris les habitants de Matata et environ lundi soir, emportant maisons, voitures et vies humaines. Le bilan est lourd. Au moins 78 morts. Les autorités appellent à la vigilance car de nouvelles intempéries sont attendues dans les jours à venir. Immense émotion en Inde après le crash tragique d'un Boeing 787 Dreamliner d'Air India à Ahmedabad. L'accident a fait au moins 265 morts, dont 24 victimes au sol. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Un seul survivant a été retrouvé. Le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur place ce matin, qualifiant la tragédie de déchirante. Les autorités poursuivent les recherches pour retrouver d'éventuelles victimes et les boîtes noires. Air India, compagnie nationale, est vivement critiquée pour ses manquements en matière de sécurité. Israël a lancé cette nuit une attaque d'envergure contre Iran. Des frappes aériennes ont visé des installations nucléaires et militaires autour de Téhéran. Selon les autorités iraniennes, plusieurs hauts responsables, dont le chef des gardiens de la révolution et 2 scientifiques nucléaires, ont été tués. Le guide suprême iranien Ayatollah Khamenei promet une riposte sévère et accuse Israël d'avoir ciblé des zones résidentielles. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu évoque une frappe réussie contre
contre les cerveaux du programme nucléaire iranien, tout en appelant les Israéliens à rester vigilants. L'Assemblée générale de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. 149 pays ont voté pour, 12 contre, dont les États-Unis et Israël, de plus en plus isolés diplomatiquement. Le texte symbolique mais non contraignant appelle aussi à la libération des otages du Hamas, au retour des prisonniers palestiniens et au retrait total des forces israéliennes de Gaza. Israël dénonce une résolution biaisée. Les pays arabes parlent d'une urgence morale. L'ambassadeur palestinien, lui, appelle à boycotter Israël. Washington met en garde tout pays prenant des mesures anti-israéliennes pourrait en subir les conséquences. Un sommet franco-saoudien sur la paix est prévu la semaine prochaine à New York. Mali Actualité, il est 13h passé de 20 minutes. La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 se déroulera aux États-Unis à partir de demain samedi et prendra fin le 13 juillet 2025. Ce tournoi mettra en compétition 32 des plus grandes équipes de football du monde. Restons en football pour parler cette fois-ci des dames qui joueront la 9e journée de la première division. Cette journée démarre demain samedi avec 2 matchs. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 26e et dernière journée démarrera ce vendredi après-midi. Cet après-midi, le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football, championnat national de Ligue 1 professionnel, la 26e et dernière journée démarrera ce vendredi après-midi. Au stade de Mamadou Konaté à 16h30, AFE sera face au Yoriba. Et à 18h15, AS Bakaridian va en découdre avec l'US Boukouba. La journée se poursuivra demain avec toujours au stade Mamadou Konaté à 16h30 le duel entre militaires, un duel qui opposera l'AS Police du Sfax et au stade Ouazin Koulibaly, Bingham affrontera les 11 créateurs de Nyarela à 16h30 également. Cette 26e journée s'achèvera dimanche avec 3 affiches. L'ASCO jouera contre le Stade de Bamako au stade Mamadou Konaté et l'AS de Bamako s'expliquera avec l'histoire du Mandé relégué à 2 divisions au stade Ouazin Koulibaly et la dernière rencontre se jouera à Bougouni au stade Moussa Diakité UTA. L'IS Bougouni sera l'hôte du FC Djira, déjà relégué en division inférieure. Restons en football pour parler cette fois-ci des dames qui joueront la 9e journée de la première division. Cette journée démarre demain samedi avec 2 matchs. L'ASL de Bamako jouera contre les Tigresses de Caille sur le terrain de l'ASL de Bamako. Le tirage de sang sera l'hôte de Sperlion. Suite et fin dimanche avec les affiches AS Police de Bamako, AS Bandé, Centre UFC, Isfas. Et enfin, les Amazones de la commune 5 seront opposés à l'AS Momo de Sikasso. Tour Maurice Cervélo 2025 en France. Les demi-finales se joueront aujourd'hui vendredi. À 12h, l'Arabie Saoudite affronte le Danemark. À 15h30, la France sera face au Mexique. Les Aigles Espoirs tenteront de décrocher la 5e place face aux Japonais demain samedi à 15h30 au stade du Moulin en France. Et puis la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 se déroulera aux États-Unis à partir de demain samedi et prendra fin le 13 juillet. Et ce tournoi mettra en compétition 32 des plus grandes équipes du football du monde. Pour la première fois, la compétition rassemblera 32 clubs au lieu de 8 répartis en 8 groupes de 4 équipes chacun. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront à la phase des éliminations directes. L'Afrique sera représentée par El Ali d'Égypte, Wydad de Casablanca du Maroc, Espérance Sportive de Tunis et Mollet Sundowns d'Afrique du Sud. Chronique du développement. La chronique du développement en rediffusion aborde la problématique des prêts concessionnels entre une entité étatique et les institutions financières internationales. Si ce type de prêt présente des facilités d'accès, en revanche, il peut provoquer le surendettement des pays emprunteurs, notamment ceux en voie de développement. Alors, qu'est-ce qu'un prêt concessionnel et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambeli. Les transactions financières entre un État et une institution financière internationale se font généralement sous forme de dons ou de prêts. Les prêts sont de plusieurs natures et parmi eux, il y a ce qu'on appelle les prêts concessionnels. Pour mieux comprendre ce type de prêts, écoutons les explications du Dr Mamadou Cissé, économiste. Le prêt concessionnel, pour bien le comprendre, il faut l'opposer au prêt non concessionnel. Le prêt non concessionnel, c'est les prêts qui sont octroyés dans des conditions du marché. C'est-à-dire qu'un gouvernement, une entreprise ou encore une structure
qui décide de prendre un prêt au prix du marché, entendez par là le taux exigé par le marché, ces types de prêts sont appelés prêts non concessionnels. Maintenant, parallèlement à ces prêts, un gouvernement peut avoir accès à des prêts qui sont donnés par des institutions internationales, par exemple le FMI ou la Banque mondiale, peut accéder auprès de ces institutions-là des prêts qui ne sont pas calqués sur les conditions du marché. Donc ce sont des prêts qui sont donnés en dehors du circuit normal des marchés financiers et qui lient deux entités, généralement les institutions internationales et des États. Si les caractéristiques des prêts concessionnels leur confèrent un statut particulier, parmi lesquels l'élément don, alors quelles sont les conditions qu'un pays doit remplir pour accéder à ce type de prêts? Ce sont des prêts qui sont octroyés dans des conditions moindres que celles exigées par le fonctionnement du marché avec l'application de l'élément don. Maintenant, les caractéristiques, les deux dimensions de capacité et de vulnérabilité sont couplées pour mettre en relief la possibilité du pays d'y accéder. Donc, les institutions vont maintenant tenir compte du fait des dimensions qu'on peut associer à la capacité macroéconomique du pays ainsi qu'à sa vulnérabilité. Et dans ces conditions, il y a deux grandes dimensions qu'il faut retenir, à savoir est-ce que ces dimensions sont inférieures ou supérieures. Pour l'appliquer au cas du Mali, par exemple, les institutions comme le FMI déterminent que le Mali a des capacités de gestion macroéconomique inférieures et qui sont couplées aussi à une vulnérabilité d'endettement inférieure. Donc, ces deux critères permettent au Mali d'accéder aux prêts concessionnels. En dépit des facilités qu'offrent les prêts concessionnels, le surendettement des pays en voie de développement reste un goulot d'étranglement. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces deux concepts? Dr Mamadou Cissé, économiste. Le surendettement du pays, c'est un concept qui de plus en plus devient très discutable pour la simple raison que les seuils qui sont fixés ne sont pas des seuils scientifiquement démontrés, les seuils de 80%, de 60% du PIB. Parce que simplement, l'endettement du pays est généralement calculé, le degré d'endettement du pays, bien sûr, à partir du ratio entre la dette et le PIB. Ce ratio est discutable d'un point de vue scientifique parce qu'il met en relation d'abord deux paramètres qui n'ont pas les mêmes spécificités, parce que la dette est une variable de stock, tandis que le PIB est une variable de flux. Le plus souvent, les institutions tiennent entre 60 jusqu'à 80% du pays. Mais nous constatons qu'avec la pandémie de la Covid-19, ce ratio a été pulvérisé. Vous prenez les pays développés qui sont intervenus massivement dans les aides sociales, ce ratio est pulvérisé. Le surendettement n'est pas un concept scientifiquement admis. Mais qu'est-ce qu'on fait de la dette surtout? C'est ça qui est le point le plus important. En tous les cas, la problématique du surendettement des pays à revenus faibles reste entière. Toutefois, selon les spécialistes, le Mali, avec une projection des taux d'endettement de 57% du PIB en 2024-2025, accéder aux prêts concessionnels ne posera pas de problème macroéconomique durant cette période. Et c'est ce qui met fin à cette édition que vous pouvez désormais retrouver sur nos plateformes digitales. Et c'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Diafar Cham sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.